Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Et demain l'Europe. On est à quelques jours de cette échéance importante en Europe et après avoir parlé de la filière des énergies renouvelables, après avoir parlé de la défense, ce qu'on va faire cette semaine aussi, eh bien nous parlons d'écologie et de climat. Et oui, les élections européennes de 2019 s'étaient déroulées en plein cœur du mouvement étudiant pour le climat. Il y avait des grèves massives à l'initiative de la militante suédoise Greta Thunberg, vous vous en souvenez certainement. Ce mouvement international s'était amplifié 2 mois plus tard par les conclusions du rapport dit 1.5 du GIEC. Et c'est en gardant cette variable en tête que la nouvelle présidente de la Commission européenne, Madame Ursula von der Leyen, avait assis son programme autour d'un pacte vert. Bien, force est de constater que l'idylle écologique de 2019 semble s'être achevée au sein de l'Union européenne à l'approche des élections des eurodéputés qui composeront la 10e législature du Parlement européen. L'heure est au green blaming, on va le dire avec l'accent. Comment l'Europe en est arrivée là? Eh bien, c'est Madame Jeannette Zus qui va nous le dire. Jeannette Zus, bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invitée. Vous êtes chercheuse au comité d'études des relations franco-allemandes, le CERFA à l'IFRI, où vous travaillez tout particulièrement sur la politique intérieure allemande, l'Union européenne, le couple franco-allemand au sein de l'Europe. Alors c'est vrai, il y a eu un changement d'atmosphère. Comment on en est arrivé là? Et c'est vrai, et ce changement d'atmosphère, il se manifeste aussi par une perte de sièges à quelques jours des élections européennes qui est à attendre pour notamment les Verts aussi en Allemagne, qui ont vraiment remporté un succès tout à fait significatif, tout à fait considérable en 2019, alors que là, ils se voient perdre beaucoup de sièges en nombre. Mais en même temps, on voit quand même toujours une constante en Allemagne avec un mouvement, des contestations en fait dans la rue, avec des mouvements pour la cause climatique. Et en fait, les discussions qu'il y a eu, les mouvements de Fridays for Future en 2019 qui ont largement marqué les élections européennes en 2019. Maintenant, en 2024, en fait, il y a la dernière génération, la Letzte Generation, qui va se présenter aux élections européennes de 2024. Donc je ne dirais pas que ça a disparu, mais ça a changé de nature. Alors on va peut-être détailler un petit peu ce qu'on appelle la diplomatie climatique, domaine dans lequel l'Allemagne s'illustre, parce que ça recouvre tout un faisceau d'actions pour combattre le changement climatique. Vous pouvez nous préciser un petit peu ce concept? Oui, donc il s'agit d'une stratégie gouvernementale, donc du gouvernement allemand qui est composé donc de ces 3 partis, les sociaux-démocrates, les libéraux et les Verts. Et cette stratégie pour la diplomatie climatique, en allemand on dit une stratégie climatique dans les affaires étrangères, elle a été présentée lors de la COP 28 à Dubaï. Donc ça s'inscrit tout à fait dans l'alignement de l'accord de Paris de 2015 et l'alignement de ne pas dépasser le réchauffement de 1,5 degré. Et en fait, cette stratégie, elle vise justement à établir une feuille de route pour tout le gouvernement allemand de façon interministérielle à coordonner les sujets climatiques et énergétiques et les placer vraiment au cœur de sa politique étrangère. Donc c'est ça un peu la nouveauté dans cette stratégie qui est composée de 6 domaines d'action et qui vise notamment à tendre le bras surtout aux pays tiers en dehors de l'Union européenne. On va parler des modalités, mais c'est vrai que le contexte est pour beaucoup dans l'émergence de cette diplomatie, puisque l'industrie allemande, l'économie cherche à décarboner. Comment le faire lorsqu'on a des coûts de l'énergie qui flambent? Ça a été un vrai casse-tête. Donc, c'est un petit peu une piste pour préserver la compétitivité de l'économie allemande. C'est tout l'enjeu à l'heure actuelle, et je pense que ça explique aussi, pour revenir à cette question de la remise en cause du pacte vert, comment rendre l'économie maintenant compétitive tout en garantissant cette transition énergétique, cette transition verte. Et l'idée, c'est, comme je disais, de tendre le bras envers des partenaires pour assurer la sécurité énergétique pour l'Allemagne, tout en développant aussi des pays notamment émergents, donc leur donnant la possibilité d'élargir leur portefeuille énergétique, améliorer le mix énergétique pour plus de transition verte, assurer plus d'énergie renouvelable, mais aussi combattre bien sûr le changement climatique sur place et garder la biodiversité. Alors des partenariats, il y en a de nombreux. Quels sont les partenaires vitaux, les pays qui peuvent être
les partenaires vitaux pour l'Allemagne dans ce contexte? Je dirais que l'Allemagne ratisse assez large et c'est vrai que parfois on se demande si elle découvre un peu d'autres continents alors qu'elle n'avait peut-être pas eu la tradition de collaborer à ce point avec tous ces pays-là. Donc on parle vraiment de tous les continents qui sont concernés, notamment l'Afrique, qui est considérée comme un continent de chance, de nouvelles opportunités, parce qu'il y a des potentiels tout à fait significatifs en termes de richesse, d'énergie renouvelable, bien sûr du photovoltaïque, mais aussi potentiellement de la production de l'hydrogène vert. Donc par exemple, il y a le pays de la Namibie, qui est aussi une ancienne colonie allemande. C'est pas comparable à ce qu'a eu la France, mais il y a cette histoire un peu ambivalente avec la Namibie, avec laquelle l'Allemagne veut coopérer davantage, mais il y a aussi des pays de l'Afrique, de l'Asie. D'ailleurs, pendant que vous parlez, pardonnez-moi, l'Amérique latine. On va passer un visuel, c'est pour soutenir votre propos sur, c'est un extrait dans toute la liste d'accords de partenariat allemands, alors là, autour de l'hydrogène. Je vous laisse poursuivre. Il y a également le cas du Brésil. Il y a des pays qui sont très volontaires pour coopérer. Je crois que c'est le cas du Brésil, qui pourrait fournir 40% de l'énergie, y compris de l'hydrogène, à l'Allemagne. Oui, c'est extrêmement important, mais en même temps, le Brésil est un cas un peu particulier parce que c'est ce qui est considéré un front-runner, donc un peu un rôle de leadership dans toute cette région de l'Amérique latine. Il s'agit aussi d'assurer un changement de cap, notamment après le changement de gouvernement de Jair Bolsonaro. Donc il s'agit là vraiment de préserver la biodiversité tout en sécurisant la sécurité énergétique pour l'Allemagne. Donc c'est un peu dans les deux sens. Vous voyez, avec l'Amazonie, il s'agit bien sûr aussi de limiter des dégâts d'un point de vue environnemental pour ces pays qui apportent énormément d'absorption du CO2 toujours jusqu'à présent, mais qui a énormément de potentiel justement en production d'hydrogène et d'énergie renouvelable. Je ne sais pas si on peut parler de soft power, mais on a l'impression que dans ces partenariats à dimension climatique, il y a une vraie ambition géopolitique. Tout à fait, et on le voit justement avec le Brésil qui joue un rôle aussi assez charnière pour, par exemple, la guerre en Ukraine. Donc l'idée, en fait, c'est, en sciences politiques, on parle de issue linkage, donc on lie différents sujets qui ont, en premier abord, peut-être pas forcément à voir l'un avec l'autre, mais là, on s'est dit que quand on coopère davantage dans un domaine, ça peut aussi avoir des retombées positives, en fait, dans d'autres domaines, donc dans le domaine de la diplomatie au sens plus large. Donc l'idée, c'est de coopérer dans le secteur, par exemple, énergétique ou climatique pour pouvoir parvenir à d'autres types d'accords dans la diplomatie plus large, notamment dans le contexte de la guerre en Ukraine. Alors, c'est vrai que le Maroc, la Colombie pourraient être concernés par une intensification de cette coopération dans le cadre de la diplomatie climatique, mais ce serait faux de penser que ce n'est pas complexe, voire coûteux. J'ai vu qu'il y a quelques écueils. L'Inde, qui s'était engagée, est revenue sur son accord. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'Inde, si on en parle, deuxième producteur de charbon mondial. Tout à fait. Là, il s'agit encore d'un accord un peu ou d'un partenariat un peu particulier parce que c'est un Just Energy Transition Partnership, donc c'est un partenariat pour la juste transition qui est piloté par le G7 et l'Union européenne. Donc il ne s'agit pas d'un partenariat proprement bilatéral entre l'Allemagne seulement et l'Inde, mais ces partenariats sont justement très très prometteux. Pour l'instant, il n'y a que 4 pays qui ont signé un tel partenariat, comme le Sénégal, l'Indonésie ou l'Afrique du Sud. Donc il y a d'autres pays qui sont potentiellement intéressés, mais il y a aussi justement des pays comme l'Inde qui ont un rôle tout à fait charnière à jouer, mais qui ont aussi une certaine confiance de soi et qui se disent ils veulent aussi avoir leur part du gâteau, si vous voulez, pouvoir bien sûr décarboner leur industrie, mais tout en garantissant cette sécurité énergique et des prix électriques abordables. Dans les autres leviers de cette diplomatie climatique, parlons également du Club Climat, une initiative d'Olaf Scholz en 2022. Ça en est où? Et on fait le point. Oui, alors l'idée a été effectivement lancée lors de la présidence allemande du G7 en 2022 et ça a été véritablement lancé lors de la COP, donc là aussi une deuxième initiative qui a été lancée lors de la COP 2028 à Dubaï. C'est un peu le projet phare d'Olaf Scholz et en fait l'idée initiale c'était d'instaurer un prix CO2 pour tous les membres du Club Climat. Ça a un peu échoué parce qu'il y a
membre en fait du club qui voulait pas se faire imposer un tel prix CO2. Et finalement, on est arrivé plutôt à l'idée d'échange de bonnes pratiques, comment décarboner les industries, notamment entre les grands États industriels comme les pays du G7, mais aussi tisser encore plus des partenariats à l'échelle mondiale et échanger sur la décarbonation avec l'hydrogène vert notamment. On peut faire un petit point sur l'hydrogène. Je crois que l'Allemagne s'est fixé comme objectif de devenir pionnier dans l'élaboration des technologies d'hydrogène d'ici 2030. Il est déjà leader. Mais voilà, les besoins, là aussi, il faut des partenaires. Pour y arriver, il faut des moyens. Oui, notamment parce que l'Allemagne ne peut pas du tout produire la plupart de ses besoins qui sont estimés. En fait, il y a eu plusieurs estimations et le gouvernement a plutôt sous-estimé les besoins réels parce qu'il faut dire aussi que l'Allemagne, c'est le producteur d'acier en Europe le plus important. Donc, il s'agit notamment de certaines industries comme l'acier, mais aussi dans la chimie ou le transport maritime, l'infrastructure, où on ne peut pas électrifier en fait ces industries-là. Donc, il faut d'autres types d'énergie comme l'hydrogène vert. Et pour ça, l'Allemagne a vraiment besoin, on parle de 95 à 130 TWh, donc c'est tout à fait considérable. C'est tout à fait considérable. Et en fait, on part du principe que l'Allemagne aura besoin de 50 jusqu'à même 70% d'importation en fait pour remplir ces besoins-là. Alors le climat, contre le changement climatique, tout le monde était d'accord. Il y a quand même pas mal de fractures. Bon, bien sûr, on est dans un contexte de coalition tricolore, mais il y a vraiment des débats idéologiques au sein même de la coalition. Je me suis laissé dire que les débats sont jugés trop idéologiques entre l'extrême droite, qui nie carrément l'existence du changement climatique, les Verts, qui poursuivent une approche peut-être alarmiste. Quelle est votre analyse là-dessus ? Oui, en fait, le sujet climatique, il n'est pas eu l'idée parmi tous ces sujets de dissonance, des pommes de discorde. C'est vrai que les sujets climatiques et énergétiques figurent dans les premiers sujets. Ça se joue notamment entre les sociodémocrates et les Verts sur, par exemple, la promotion de gaz qui est encore nécessaire comme énergie de transition tant qu'on n'est pas à 100% d'énergie renouvelable en Allemagne. Et puis, surtout aussi, bien sûr, entre les libéraux et les Verts quant à cette ouverture technologique, donc la question de déploiement par exemple d'autres types d'hydrogène, donc pas que l'hydrogène vert que veulent les Verts, mais aussi par exemple l'hydrogène qui est produit à base de nucléaire, comme ne l'excluent pas les libéraux. Et ils rejoignent un peu la position de la France, en l'occurrence. Alors, on parle d'hydrogène, mais l'Allemagne n'est pas encore tout à fait sortie du charbon, il faut bien le dire. Donc, plus l'Allemagne avancera rapidement dans la sortie du charbon, plus elle sera crédible en tant que négociateur climatique. Parce qu'en lançant cette stratégie, cette diplomatie climatique, voilà, il faut être crédible. C'est le cas pour assurer sa transition énergétique et celle de ses partenaires. Oui, et Jennifer Morgan, l'envoi climat du gouvernement allemand, c'est un poste qui a été mis en place justement aussi depuis ce gouvernement allemand pour la stratégie aussi. Elle l'a tout à fait mentionné, donc il y a une prise de conscience que la sortie du charbon ou la réussite de cette sortie va définir en fait le succès aussi ou la réputation de l'Allemagne à l'échelle internationale. Cette sortie est prévue pour 2038, mais apparemment le gouvernement peut y arriver. La grande question, c'est justement comment combler le déficit qu'il y a jusqu'à ce qu'on soit à 100% de renouvelables. Et donc là, on revient à la question du gaz ou d'autres types d'énergie. Alors, on est à quelques jours des élections européennes. Bientôt les élections aux États-Unis, avec un rôle des États-Unis dans la diplomatie climatique qui pourrait être limité. Si jamais Donald Trump revient au pouvoir, on peut s'y attendre. Il avait fait sortir les États-Unis de l'accord de Paris. Est-ce que, au moment où le Green Deal est quand même pas mal critiqué, l'Allemagne a une carte à jouer là ? Je pense que c'est tout l'enjeu aussi après ces élections, en fait, pour définir le nouveau agenda stratégique de l'Union européenne. On a quand même vu que l'Union européenne a eu un rôle à jouer tout à fait lors des négociations de la COP 28 avec son envoi pour le climat, le commissaire néerlandais qui a été mis en place et l'Union européenne a réussi à imposer ce triplement des énergies renouvelables et cette décision de sortir progressivement, on n'a pas encore pu acter la sortie définitive, mais cette sortie progressive de prendre ses distances des énergies fossiles. Donc il faut tout à fait poursuivre ce chemin et surtout
mettre en œuvre une stratégie extérieure en fait du Green Deal, parce que pour l'instant ça reste encore parcellaire. Il y a plusieurs initiatives qui ont été mises en place comme le Global Gateway, des projets par-ci par-là comme les Just Energy Transition Partnerships, mais ça reste encore un tout petit peu parcellaire, donc il faut plus d'homogénéité en la matière. Bah écoutez, merci beaucoup Jeannette. Je rappelle que vous êtes chercheur au CERFA dans le cadre de l'IFRI, de nous avoir parlé de ce concept, la diplomatie climatique. Elle est tellement puissante qu'elle pourrait inspirer d'autres pays, non ? C'est toute une question maintenant, comme je disais, de cette externalisation du Green Deal. Je pense qu'il y a moyen de dialoguer avec ces pays partenaires, y compris bien sûr la France, parce que le dialogue franco-allemand est tout à fait crucial pour faire avancer l'Europe. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour cette explication. Merci à vous. On le rappelle, l'Allemagne fait partie des meilleurs élèves du renouvelable, avec 55% de son électricité produite l'année dernière par le vent, le soleil ou la biomasse, mais elle doit multiplier les efforts de décarbonation pour atteindre un objectif certes ambitieux, 80% de production d'énergie renouvelable pour son électricité d'ici 2030 et la neutralité carbone en 2045, 5 ans avant le reste de l'Union européenne. C'est ambitieux. Merci pour cet entretien, Jeannette. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis.